Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est une lapalissade de dire que l'Afrique est un continent riche tant elle regorge de ressources naturelles. Même si ces richesses ne sont pas inépuisables, l'Afrique est encore riche de ses terres en grande partie cultivables et de ses ressources humaines. Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision politique à moyen ou long terme. Cette élite, qui s'est substituée aux anciens colonisateurs, a été incapable d'ambition et s'est davantage préoccupée de son bien-être que de celle des populations dont elle prétend défendre les intérêts. Résultat, le système colonial a été purement et simplement perpétué jusqu'à aujourd'hui sous une forme pernicieuse dans les domaines politiques, économiques et culturels. Les populations éprouvent d'énormes difficultés à avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, bref, aux infrastructures de base. Et c'est important à souligner. Conscient de cette situation générale alarmante, des jeunes dynamiques afrodescendants ont créé une ONG, une organisation non gouvernementale, pour conscientiser la jeunesse africaine. Il s'agit de l'ONG Urgence panafricaniste. Schéma directeur, thème, l'ONG Urgence panafricaniste, stratégie, action et problématique de la situation sociopolitique en Afrique. Schéma directeur, invité, Eri Djouetti. Eri Djouetti est conseiller et plus proche collaborateur, et je peux le dire, meilleur ami de Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. L'invité de schéma directeur a une licence et une maîtrise en histoire. Il a également un 2A, diplôme d'études approfondies en géopolitique. Eri Djouetti termine en ce moment une thèse de doctorat en sciences politiques sur la gouvernance au Cameroun. Merci Eri Djouetti d'être venu sur le plateau de schéma directeur. Vous faites discret, on peut le dire, on ne vous entend qu'en de très rares occasions, et pourtant peu de gens savent que vous avez une influence décisive sur votre ami Kémy Séba, justement. C'est pour cela que nous vous avons invité sur le plateau des schémas directeurs. Nous avons souhaité avoir le regard du plus proche collaborateur de Kémy Séba pour faire le point sur l'actualité récente panafricaine. Vous avez vécu l'actualité récente de Kémy Séba en tant que témoin, vous étiez ensemble au Sénégal, et vos témoignages donc d'une pertinence capitale pour éclairer nos téléspectateurs. Je l'ai dit en introduction, vous êtes bardé de plusieurs parchemins, de plusieurs diplômes, et vous aimez à dire souvent que votre plus beau diplôme reste votre séjour en prison dans la même cellule avec votre ami Kémy Séba. C'était en 2007. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La prison, c'est pas un diplôme tout de même. Non, non. Tout d'abord, merci pour l'invitation au sein de votre média BZD TV. Je vais juste revenir sur la présentation plus qu'élogieuse, quand vous parlez d'influence décisive. Bon, en tout cas... Après ma petite information, ma petite enquête, c'est ce que on va dire que nous sommes suffisamment proches. Lorsqu'il me consulte, je donne mon avis, et puis après, bon, il en fait ce qu'il en veut, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est extrêmement proches. Pour revenir à 2007, à la question... Il s'agissait de quoi? 2007, c'est la prison à Chartres, la condamnation. Une condamnation qui visait principalement à nous empêcher de poursuivre le projet que nous avions à l'époque pour les municipales de la ville de Gare-Charcel. On avait déjà entamé un travail de terrain qui portait ses fruits, qui faisait extrêmement peur aux autorités municipales de la ville, qui voyaient d'un mauvais œil des Noirs, des afrodescendants s'organiser, puisque je ne vais pas vous faire une analyse sociologique de la ville de Sarcelles. Nous, vous avez une minorité issue du peuple élu qui contrôle une majorité d'afrodescendants. Et on trouvait ça un peu bizarre, un peu anormal.
Et l'idée est de dire que s'il doit y avoir une diaspora diffusée, qui se répand, enfin implantée là où elle se trouve, elle doit être capable de se prendre en main, d'avoir la maîtrise de son destin et de ne plus être de simples supplétifs, des gens qui vont mettre un bulletin dans une urne pour défendre les intérêts de gens qui finalement ne les respectent pas. Ça avait fait très peur à l'époque aux autorités et qui s'étaient arrangés, qui s'étaient démenés pour nous frapper d'inéligibilité. Et c'est ce qui s'est passé à travers cette histoire de meeting avorté à Chartres, cette arrestation gaguesque. Mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, loin de nous arrêter, ça a contribué à nous apporter une décoration de guerre, j'ai envie de dire. Et donc la plus grande satisfaction, en ce qui me concerne, c'est pas tant d'avoir des diplômes universitaires, c'est toujours un plus, c'est important, intéressant pour la construction des idées et des réflexions, mais c'est l'action politique qu'on porte sur le terrain et les conséquences que ça suscite. Lorsque vous dites être en guerre contre un système et que ce système vous laisse vous organiser, manifester, déplacer sans contrainte, c'est peut-être que vous ne dérangez pas ses intérêts. Et lorsqu'il y a une logique inverse de persécution, de procès et de mise aux arrêts en prison, c'est le signe que finalement vous tapez dans la bonne direction, que vous visez juste. C'est pour ça que je parle de décoration et de plus grande fierté. Voilà. Je me rappelle très bien que Kémy Séba avait fait, je crois, 2 mois de prison. Et vous-même, vous étiez avec lui. Hein. J'ai été condamné pour 1 mois de prison ferme. On a partagé la même cellule. Ça a participé un peu à souder les liens. Et c'est un élément constitutif de l'aventure qui nous lie. D'accord. Ma première préoccupation, ma première question est la suivante. De la libération de l'Afrique à l'abandon du franc CFA qui fait couler beaucoup d'encre. Hein? L'idéologue, bon, certains disent activiste africain, installé initialement au Sénégal, je vais parler de Kémy Séba, et aujourd'hui installé au Bénin. Il prêche un souverainiste du continent africain, aux 4 coins du monde, ça tout le monde le sait. Partout où il passe, Kémy Séba séduit, quelquefois il hérite, quelquefois il fait peur aussi. Il est fiché S. Il est fiché S, bon, ça c'est dans mes recherches, il est fiché S et interdit des conférences en Allemagne. Vous allez dire tout à l'heure pourquoi. Il est contrôlé systématiquement aux aéroports, il est dans le viseur des autorités européennes. Eri Djeti, justement, avec votre ami Kémy Séba, vous avez créé l'ONG Urgence panafricaniste. Alors, présentez-nous votre structure qui est très active ici en France et en Europe. Et puis, c'est quoi l'ONG Urgence panafricaniste? Voilà. D'abord, je vais vous reprendre. C'est pas en Allemagne qu'il a été interviewé de conférence, c'est en Suisse. Suisse, c'est en Suisse. Mais la logique reste la même. Peut-être que ça va venir plus tard. Pourquoi vous dites ça? Bon, de toute façon, il y a une coordination en général entre les nations occidentales qui savent défendre les intérêts communs. D'accord. Quand l'organisation, l'ONG, a été fondée en fin 2015, début 2016, finalement, c'est l'aboutissement, c'est la suite logique de près de 20 années de militantisme. Lorsque Kémy Séba est revenu sur le continent africain, s'est installé définitivement, c'était en 2010-2011. Il a entamé tout un cycle de conférences dans les universités. Il a été également chroniqueur géopolitique à la télévision, au sein de la 2S. Et vous savez qu'à chaque fin d'émission, à chaque fin de conférence, on avait les frères, les sœurs qui venaient le voir et qui disaient « mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Et on avait fait une analyse, finalement, de ce qui se passait politiquement sur la scène africaine, où vous avez une classe politique qui a déçu. Hein, c'est le classique parcours de l'opposant, qui, une fois arrivé au pouvoir, finalement, ne fait pas mieux que celui qui était au pouvoir et qui gérait mal le pays. Et ça a conduit beaucoup d'Africains à une espèce de résignation par rapport à la chose politique. Et on fait partie de ceux qui pensons que si changement politique il doit y avoir, ce changement passera par la société civile. Que finalement, il ne fallait plus attendre grand-chose de nos dirigeants politiques, mais que c'était chacun qui devait se responsabiliser, apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice, mettre les débats sur la place publique
sur la souveraineté, sur le développement, l'éducation, les questions liées à la sécurité. On avait plein d'organisations, plein de gens, plein d'experts qui ont une compétence, qui ont une vision, une connaissance des réalités, et que ces gens-là, malheureusement, n'avaient pas les leviers du pouvoir, puisqu'il ne peut pas y avoir d'évolution, il ne peut pas y avoir de changement sans accession au pouvoir. Est-ce que finalement le changement en Afrique passera par la voie électoraliste? On ne pense pas. N'importe quelle structure, n'importe quel parti politique qui se dit d'opposition vient à Paris, vient à Londres, vient à Berlin, vient à Washington, dans les salons feutrés, dans des rendez-vous secrets, pour négocier finalement une accession au pouvoir. Et c'est pour ça que ces opposants, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, finalement ne sont pas porteurs de véritables changements. Ça reste cosmétique, mais ce n'est pas le changement profond, radical, qui va permettre enfin l'émancipation du peuple africain. Ce changement viendra d'un rapport de force. Ce rapport de force entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est à la société civile, aux différentes et aux nombreuses organisations de se fédérer, de s'organiser pour que nos puissants, entre guillemets, ceux qui sont au pouvoir, prêtent une oreille attentive à la base. D'où la création de l'ONG Urgence panafricaniste. Et c'était aussi l'idée de se responsabiliser, de se prendre en main. C'est un des leitmotifs du discours de Kémy Séba, c'est la responsabilisation. Cesser un peu cette victimisation qui consiste à dire que tous les problèmes qui minent le monde noir proviennent de l'Occident. Il y a une part de responsabilité, mais il y a aussi une responsabilité qui nous est interne. Voilà dans quel contexte la création de l'ONG s'est faite fin 2015, début 2016. D'accord. Lors d'un rassemblement à Dakar, c'était le 19 août 2017, Kémy Séba avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Il avait été incarcéré à la prison de Rebeuve, et puis expulsé du Sénégal après sa libération. Avec du recul, que vous inspire cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? Ça a été quelque chose, limite même, qui nous a dépassés. On a souvent tendance voilà, à faire des projections, à réfléchir, à voir comment est-ce que les choses peuvent changer, évoluer, s'améliorer pour notre continent africain. On avait décidé, dès la fin décembre 2016, de mettre en place des mobilisations contre le franc CFA. Il y a eu le 7 janvier, il y a eu le 11 février, il y a eu des mobilisations également au mois d'avril, et tout un tas de réunions. Et en ce mois d'août, on s'était dit, bon, voilà, on va continuer, on va élargir cette fois-ci les mobilisations continentales et diasporiques sur la question globale de la France-Afrique. Lorsque Kémy Séba se décide à brûler le billet, on ne se dit pas que ça va avoir l'onde de choc que ça a eu. Très honnêtement. Et je pense que même n'importe quel communicant qui, à la recherche d'un coup politique, ne pouvait même pas imaginer que ça allait se produire, que ça allait se passer de cette façon. Cet acte a eu une résonance parce que je pense que pour la première fois, elle a montré la volonté de rupture de toute une jeunesse avec ce qu'on appelle le veau d'or. Cette culture matérialiste, cette culture de l'argent, finalement, qui a fait tant de mal à notre continent africain. Et finalement, se dire que nous qui n'avons rien, sommes capables de brûler un billet qui finalement est le symbole d'un néocolonialisme, a marqué les esprits. Alors, on nous a dit, oui, c'est un acte qui est une forme d'irrespect par rapport aux populations africaines qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre. Je peux vous dire, hein, étant sur place, que ce discours est plutôt le discours de ceux qui ont de quoi vivre. Ce sont ceux qui vivent dans les hôtels climatisés, ce sont ceux qui sont dans les grosses BM, les gros 4x4, et qui ne manquent de rien, qui sortent cet argument. Mais le bon peuple a compris la symbolique de cet acte. Je ne vais pas trahir de secret et dire où est-ce que Kémy Séba habite, mais il est dans un quartier populaire au Sénégal. Il a des conditions de vie qui sont des conditions lambda, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent s'imaginer. Et donc, en brûlant ce billet, c'est une façon de dire que nous refusons le modèle civilisationnel dans lequel vous voulez nous implanter et qui finalement ne nous profite pas. Ce n'était ni plus ni moins. Et les gens du peuple l'ont très bien compris, puisqu'il ne pouvait pas se passer 10 mètres sans qu'on soit arrêté par un chauffeur de taxi, sans qu'on soit interpellé par une vendeuse sur le bord de la route, par des jeunes.
qui nous disait on est avec vous, c'est fort ce que vous avez fait, merci Kémy Séba, voilà. Donc ça c'est la première réalité. Quand on essaye de nous faire croire que c'est un acte qui a créé le débat, qui a fait polémique, qui divise les Africains, je vous dis que c'est faux. Non, la majorité des Africains ont compris de quoi il s'agissait. Vous savez, dans la politique, les symboles ont toute leur importance. Lorsque la BCEAO observe ce qui se passe, voit l'onde de choc propagée par cette vidéo qui est diffusée sur le net, l'effet viral, ils sont très gênés. Ils se disent, bon bah lui, comme à l'époque de la plantation, quand vous aviez un noir, un esclave récalcitrant, on le sortait du groupe, on le mettait en place publique, on le fouettait pour intimider les autres. Et c'est ce comportement qu'a eu la BCEAO en se disant qu'on va le poursuivre, on va le mettre en justice, et comme ça il va se calmer, et les autres derrière ne vont plus s'exciter. Et ça a été l'effet inverse, puisque finalement ce procès a permis à Kémy Séba de développer son argumentaire, avec un avocat qui a été extrêmement brillant, un avocat face à une dizaine d'avocats de la BCEAO. Mais lorsque les avocats de la BCEAO parlaient, il n'y avait pas d'incarnation, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de foi, on aurait dit des automates, on aurait dit des robots. Et donc du coup, le juge, lorsqu'il a écouté les arguments des uns et des autres, s'est dit que finalement, cet acte ne méritait pas de la prison, qu'il n'y avait rien de hors la loi, qu'il n'y avait pas d'incitation à la haine, à la violence ou je ne sais quoi. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'étais à Dakar, donc on faisait les différentes réunions, les différents déplacements pour organiser le procès, on a été conviés dans un bureau d'un procureur dont je ne dirai pas le nom. Le procureur donc me reçoit, on se salue, il me dit Iri, bon, ça me fait un peu bizarre, oui. J'ai fait mes études à l'époque en France, à Paris, et sans que vous le sachiez, j'ai assisté à vos conférences. Je vous suis, en parlant donc de Kémy Séba, hein. Je vous suis, je sais tout ce que vous faites. Et ce combat, ce n'est pas le combat d'un Kémy Séba, ce n'est pas le combat d'une organisation, c'est un combat qui va profiter à tous les Africains. Et je lui disais, bah merci, j'étais un peu étonné, et je lui ai expliqué que le jour où l'Afrique se libérera de cette monnaie, et d'autres choses encore derrière, c'est tout le monde qui en profitera. Vous êtes un procureur, vous avez un rythme de vie qui est somme toute, je pense, convenable comparé à n'importe quel Sénégalais. Mais le jour où l'Afrique va disposer de ses richesses, de ses matières premières, et va avoir les retombées financières pleines, pas les 5-10% qu'on nous redonne, hein, mais les 80% qui doivent revenir normalement. Normalement, c'est 20% pour celui qui est extrait et 80% pour le pays qui a les richesses. Le jour où ces 80% seront distribués, reversés dans les caisses du budget, vous aurez un salaire qui sera 2 à 3 fois plus important que celui que vous avez actuellement. Et quand je lui explique ça, il me dit, mais c'est extrêmement logique. Et c'est pour ça que ce combat, finalement, est compris et validé par n'importe quel individu, n'importe quel Africain qui est doté d'un minimum de conscience et de raison. Voilà pourquoi il n'y a pas d'opposition entre une base militante, diasporique ou bien africaine, excitée, et des élites intellectuelles qui verraient dans notre façon d'agir de l'irresponsabilité, de l'inconscience. Si un propre procureur est capable d'échanger avec moi... Et là, tu traites de voyous. Qui? Lesquels? Enfin, ceux dont vous parlez. Mais ceux qui nous traitent de voyous, ce sont ceux qui ont les intérêts liés à cette monnaie. Ce sont ceux qui s'engraissent sur ce système. C'est de bonne guerre. D'accord. Après son expulsion, Kémy Séba a fait un tour à Paris ici. Et puis après, il est parti au Bénin. Vous étiez avec lui, je suppose. Oui. Comment vous avez été accueilli au Bénin? On a vu quelques vidéos, mais vous qui étiez sur place. Écoutez, on a connu, nous, les brimades. Ici, lorsque nous étions en Europe, on a connu les vexations, les contrôles, parce que vous parliez dans la présentation de Kémy Séba en tant que fichier S, mais lorsque également je me dépasse, c'est la même chose, hein. Tout le monde passe en 5 minutes. Quand j'arrive au niveau de la douane, j'en ai pour 20 minutes. Et on me pose des questions basiques, hein, tout est indiqué sur le passeport, où je vais, combien de temps je dois rester, mais on me repose les mêmes questions, et puis je suis là sur le coin, et puis on tape à l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'on tape, je ne sais pas ce qu'on se dit.
Donc on est habitué à cette routine. Vous êtes dangereux avec votre barbe aussi. C'est peut-être ça. Peut-être la barbe aussi, mais il paraît que la barbe, c'est à la mode. Donc je ne sais pas. Et donc, lorsque vous allez au Bénin, que vous sortez de l'avion, que vous avez quelqu'un qui prend vos bagages, et puis qu'on voit l'accueil, parce que c'est aussi les autorités béninoises qui, il faut aussi le reconnaître et le saluer. J'allais vous poser la question. Qui ont mis un peu du leur, qui ont fait en sorte que les choses se passent bien. On avait une base, on avait des gens, des sympathisants, la population qui est venue nous accueillir à l'aéroport. Mais pour que tout se passe bien, il faut quand même que les autorités y mettent un peu du leur. Ça s'est très bien passé. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes inféodés au régime du président Talon, loin de là. Hein, on a notre discours, notre vision des choses. Mais je pense que les autorités... Dans le futur, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités béninoises se dressent sur votre chemin et contre vos activités, par exemple? Écoutez, les autorités béninoises feront ce qu'elles ont à faire et nous, on fait ce qu'on a à faire. On déploie notre discours, notre vision pour une Afrique souveraine, tant que les autorités... Nous, on n'est pas en guerre contre le chef d'État africain, non. On est en guerre contre ceux qui bradent les intérêts de leur nation, de leur pays, au profit des autres. On est dans un prisme africain où on respecte les aînés. On les écoute, on leur donne nos observations, notre point de vue, notre façon de voir les choses. Mais lorsque ces aînés se comportent mal et ne respectent pas l'éthique, on va dire, africaine, il est du devoir des enfants de recadrer les aînés, de leur dire là ça va, là ça ne va pas. Donc, actuellement, en ce qui concerne les autorités béninoises, on salue l'accueil qui a été fait et les conditions dans lesquelles on a pu travailler dans une relative tranquillité. Mais on ne sait pas de quoi demain il en sera. Mais voilà, on reste libre, on reste indépendant et on n'est inféodé à aucun régime politique d'État. Éric Duéty, on va parler de l'actualité en Afrique. CNN, vous le savez, c'est une chaîne de télévision américaine. Cette chaîne a relayé par des journaux. Cette information a été relayée par des journaux. On parle des situations d'esclaves que vivent des migrants africains en Libye. Au niveau de votre ONG, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On a vu des images terribles. Avant la question du franc CFA, il faut quand même rappeler que notre ONG s'était fait signaler remarquer par un combat. On avait milité contre l'esclavage qui était en vigueur en Mauritanie. Ça a été la première grosse campagne qu'on avait fait. On avait à l'époque, en 2016, proposé un boycott sur le poisson, parce que c'est l'activité principale en Mauritanie. Et par le discours de Kémy Séba, par les différentes pressions qui avaient été exercées, il y avait 8 militants anti-esclavagistes qui avaient été libérés. Et donc c'était un premier fait d'armes de notre ONG. Donc c'est toujours important de le rappeler. On ne s'est pas réveillé avec la question libyenne, on avait entamé ce combat bien avant. Ce qui se passe en Libye, la première réflexion, la première chose, il faut se départir de toute émotion. Il faut essayer d'avoir une analyse lucide, à froid, pragmatique sur ce qui se passe. Premièrement, s'interroger sur l'émetteur, celui qui a lancé l'information, CNN. CNN n'est pas l'ami des Africains. Il faut que les Africains le sachent. CNN est un média américain, média de la bien-pensance, qui défend les intérêts, on va dire, civilisationnels de l'Amérique, un global, une vision un peu unipolaire américano-occidentale. Et lorsque CNN fait un focus sur ce qui se passe en Libye, il faut se demander qu'est-ce qu'ils ont derrière comme idée. Quel est l'objectif? On n'a pas entendu CNN condamner l'intervention à l'époque de la coalition lorsqu'il s'agissait de s'attaquer au régime de Kadhafi. Au contraire, ils ont appuyé cette démarche, ils l'ont validée avec toute une série d'images de propagande qui ont fait en sorte que pas mal de gens n'ont pas été assez avertis et conscients de ce qui se passait, de ce qui allait se tramer par la suite.
Donc CNN aujourd'hui a bon dos de venir nous faire larmoyer en nous expliquant que ce qui se passe en Libye est catastrophique, mais il faudrait d'abord qu'ils se questionnent sur les origines de ce qui se passe actuellement en Libye. La deuxième chose qu'il faut le dire, il faut être très clair là-dessus, c'est qu'il y a un vieux fond négrophobe dans le monde arabe, dans le Maghreb. Il y a une espèce d'habitude, une espèce de presque de culture de discrimination à l'endroit des Noirs. Ce reportage l'a révélé, mais c'est quelque chose qu'on avait signalé très tôt déjà, au début de notre militantisme. Et il faut à un moment donné que cette question se règle. L'ONG Urgence panafricaniste appelle les différents leaders du Maghreb à se questionner, à s'interroger sur le regard qu'ils portent sur les Noirs et à essayer de conscientiser les leurs en leur disant que ce n'est pas parce que nous avons la peau noire que nous avons moins d'humanité qu'eux. Troisième élément sur lequel on doit, je pense, principalement porter l'attention, c'est la responsabilité de nos chefs politiques, de nos dirigeants. Si nous avons des jeunes qui prennent des routes dangereuses, périlleuses de l'immigration, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective de développement pour une grande partie de la jeunesse. Et ça, c'est la faute à la malgouvernance, ça c'est la faute à nos dirigeants qui sont les premiers responsables de cette situation. Je pense qu'il faut aussi également qu'on se questionne au niveau famille, qu'on ne peut pas s'engager dans des prêts, dans des crédits, parce que vous savez comment ça se passe. Quand vous financez le départ d'un de vos enfants pour l'Europe ou pour l'Amérique ou je ne sais quelle autre destination, ça a un prix, ça a un coût. Donc vous avez des familles qui vont s'organiser pour collecter à gauche, à droite, qui vont même des fois, si on a la possibilité, faire des prêts bancaires. Il faut qu'ils se questionnent à un moment donné sur la finalité et les risques de ce voyage. On a l'impression que certains sont totalement ignorants de ce qui va se passer par la suite, ou alors même minorent, se disent que finalement, mieux vaut que mon fils tente de sortir du pays, quitte à risquer sa vie, plutôt que de rester sur place. Et je pense qu'on ne peut pas avoir ce raisonnement. À partir du moment où on est conscient des risques d'un tel périple, on ne doit pas engager les nôtres à se déplacer. Alors je sais que ça peut paraître peut-être condescendant ou simple de le dire depuis notre studio feutré, mais il ne s'agit pas de porter un regard accusateur sur ces familles qui sont dans le dénouement le plus extrême, le plus total, mais il faut quand même à un moment donné rappeler un certain nombre de principes et leur dire que ce n'est pas une solution. Et la solution, c'est un peu le discours un peu de Kémy Séba là-dessus, c'est de faire en sorte de transférer cette résignation finalement sur une situation locale, sur un pays qui est bloqué, qui n'offre pas de perspective de développement à toute une jeunesse, faire en sorte que cette jeunesse reste sur place et s'engage politiquement pour faire partir ces dirigeants qui plongent nos pays dans la plus grande détresse. L'Union, par rapport à cette affaire, l'Union africaine a pris position. Son président Alpha Condé, qui met surtout en cause l'Union européenne. Pour lui, l'Union européenne a commis une erreur en demandant à la Libye, un pays sans État et sans gouvernement, de retenir les migrants. Ce faisant, l'Union européenne est responsable de l'esclavage des Noirs en Libye, puisqu'à défaut, puisqu'il n'y a pas d'État en Libye, l'État est inexistant. Ce sont donc les factions tribales qui ont mis en œuvre la recommandation de l'Union européenne en créant cette situation, d'après Alpha Condé. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de dire qu'il faut que ces présidents se taisent. Ils n'ont pas de légitimité. Aucune. Ils sont les premiers responsables de la situation. Ils devraient faire part d'un peu plus d'humilité. S'excuser auprès des milliers, des millions même de morts sur ces routes, tant lorsqu'ils décident de quitter le pays ou lorsqu'ils restent dans le pays et qu'ils meurent à cause de faim, à cause de malnutrition ou bien à cause d'absence d'infrastructures pour se soigner. Ça, c'est la première chose. Ces précédents me font penser un peu un peu comme la scène du policier qu'on appelle quand il y a un souci, quand il y a un problème et qui arrive trop tard. Ils ne sont jamais dans l'action, mais dans la réaction. Et quand ils se mettent à poser une action, c'est une action qui est plus symbolique que réelle et efficace. Alpha Condé, ça a été l'opposant historique à Lansana Condé. Il a ses coutures aussi. Oui, très longtemps. Mais il a connu la répression. Il sait ce que c'est.
Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il ne fait pas mieux que les autres. Comment voulez-vous que les populations locales finalement puissent avoir confiance et foi en les dirigeants politiques lorsque même ceux qui sont censés changer les choses ne le font pas? Donc s'il y en a un qui doit bien se taire, c'est lui. Il incarne à merveille, hein, vraiment, le gâchis politique africain et les élites traîtres. Il n'a pas son mot à dire. S'il veut être utile, s'il veut être efficace, à ce moment-là, qu'ils mettent en place toute une série de résolutions qui vont faire en sorte que l'Union africaine va véritablement écouter ses populations. Mais là, on est dans la tchatch, le verbiage. C'est que du propos symbolique qui n'a aucune... Puis d'ailleurs, on se met à poser la question, mais l'Africain lambda, l'Africain de la rue n'écoute plus ces gens-là, n'écoute plus ces menteurs. L'Union africaine est une caisse vide. Il n'y a pas d'âme, on est loin du projet des pères fondateurs. Donc finalement, ce propos, il est symbolique de quelque chose qui ne... Il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'il dit. Oui, mais même le plus grand des menteurs est capable de se poser en colombe. Les Occidentaux passent leur temps à faire la guerre aux quatre coins du monde et pourtant ils nous parlent sans cesse de promotion de la paix. Nous, on a des dirigeants africains qui passent leur temps à se réunir, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font des symposiums, des conférences, des colloques. Et puis au final, qu'est-ce qui sort de ça? Rien. Il n'y a aucun changement pour les populations. Donc on ne peut plus écouter ces gens-là. C'est la population, la société civile qui va se prendre en charge, d'accord? Et qui va faire finalement par rapport au rapport de force dont je veux parler précédemment, il faut que ces présidents aient peur. Tant qu'ils n'ont pas peur, hein, tant qu'ils ne sentent pas le feu proche d'eux, ils continueront à faire des déclarations non suivies des faits. D'accord. Selon l'Office international des migrants, OIM, en 2017, il y a eu 171 536 arrivées de migrants en Europe, dont 161 000 par mer et 10 000 par terre. En 2016, ils étaient 387 000 arrivés en Europe. Parmi ces migrants, 2 993 personnes sont décédées ou ont disparu dans la Méditerranée. Ça, c'est en 2017, contre 5 000 en 2016. Que vous inspirent ces chiffres, on pourrait dire, macabres? C'est une comptabilité mortifère. C'est des chiffres terribles qui ne sont pas sans nous rappeler les nombreux, les milliers de morts pendant la traversée des traites négrières. On a l'impression que c'est un processus sans fin qui recommence, qui se reproduit. Et ça en revient à ce que je disais précédemment. Tant qu'il n'y aura pas des conditions de développement dans nos pays africains, tant que nos présidents, nos dirigeants seront toujours dans la corruption, dans les malversations, dans la malgouvernance, ça ne changera pas. Ces chiffres viennent nous rappeler que finalement on n'est pas sorti du cycle de domination dans lequel on est plongé depuis la traite négrière. Le problème, ce n'est pas ceux qui se déplacent, qui viennent d'Afrique. Oui. Vous l'avez dit, il faut bien qu'il y ait les dirigeants africains mettent en place des politiques en faveur de la jeunesse, de la jeunesse. Voilà. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas au service de la population. Donc finalement, ces chiffres viennent nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'indexer ceux qui partent. Non, de porter la responsabilité sur ceux qui sont responsables à la source de ces problèmes. Il y a une responsabilité exogène à travers les puissances occidentales qui des fois valident des élections truquées à propos de nos dirigeants politiques africains. Il y a une responsabilité interne avec des élites qui finalement, une minorité qui ne fait pas en sorte que les choses évoluent dans le sens des intérêts des populations parce qu'elles profitent. Et du coup, les gens, chacun se cherche, comme on dit. Chacun cherche le bonheur de son côté, comment il peut sortir, quitter le pays avec les chiffres qu'on a. Les drames qui sont issus des périlleux déplacements par rapport à l'immigration.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise par rapport à ces chiffres? D'accord, tout à l'heure vous en parlez, je vais rebondir là-dessus. En 2017, hein, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, tout à l'heure on parlait de Alpha Condé, oui, le Bangladesh et le Mali ont fourni dans l'ordre de croissance le plus gros contingent de migrants en Italie, c'est-à-dire en Europe. Peut-on alors parler d'un échec, vous en parlez tantôt, de la politique des dirigeants de ces pays, notamment en direction de la jeunesse? Voilà. Quand j'extrais le Bangladesh, parce que ce n'est pas en Afrique, oui, mais les autres, la Côte d'Ivoire, le Mali, pour la Côte d'Ivoire par exemple, les dirigeants disent que tout va bien, et pourtant les chiffres ici montrent que... du contraire. Mais est-ce qu'il y a véritablement une politique? Est-ce que vous avez senti un volontarisme d'État pour que justement les conditions de développement local soient mises en place, pour qu'on puisse retenir les forces vives de nos populations, de nos jeunes? On parle de cette fameuse croissance qui est en Côte d'Ivoire, une croissance à 2 chiffres. Mais elle profite à qui cette croissance? Vous pensez qu'elle profite réellement aux populations locales? J'ai plutôt l'impression que ce sont les multinationales qui en effet multiplient les contrats, sans pour autant qu'il y ait des retombées pour le développement de la Côte d'Ivoire. On parle de macroéconomie. Oui. C'est la macroéconomie. C'est la macroéconomie, mais dans ce rapport économique, dans cette vision politique, il faut qui n'a rien à voir avec le panier de la ménagère. Il faut que tout le monde puisse être gagnant. Il faut que tout le monde puisse être gagnant. On veut bien qu'il y ait des entreprises étrangères qui ont des techniques, un savoir que nous n'avons pas forcément, qui participent au développement du continent africain, de nos pays. Mais il faut qu'en retour, il y ait une saine redistribution des bénéfices. Et ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la faute aux dirigeants. Ce n'est pas, pas la faute à l'Occident. Mais je n'ai pas dit le contraire. Les premiers responsables, je n'arrête pas de vous dire depuis le début de l'émission, les premiers responsables, la première responsabilité, elle est de notre côté. D'accord. L'Union européenne et l'Union africaine ont fait un sommet à Abidjan, c'était le 29 et 30 novembre dernier. Que vous inspire un tel sommet qui avait pour thème justement investir sur la jeunesse? On en revient, je pense que l'Afrique est championne du monde de ces symposiums, ces conférences, ces grands colloques qui sont budgétivores. Dès qu'il y a une de ces grandes conférences, vous voyez une espèce d'excitation dans le pays, on refait les routes, on bloque la circulation, on a l'impression que le pays s'arrête de vivre. Ce sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine était censé aborder, je crois, 4 grands thèmes. Le premier thème, c'était la formation et l'éducation. Et donc l'Union européenne, dans sa grande bonté, a décidé de faire un investissement sur l'éducation. Vous savez comment ça va se passer? Ça veut dire qu'ils vont nous envoyer tout un ensemble de livres, de manuels et de programmes intellectuels d'enseignement qui seront faits depuis l'Europe, qui vont arriver en Afrique. Et le problème, ce n'est pas tant l'investissement dans le savoir, c'est le paradigme. C'est la vision qu'on veut léguer aux nôtres. Voilà. Est-ce qu'on veut que les Africains continuent à être des soumis intellectuellement à une idéologie qui ne leur profite pas? Ou est-ce qu'on veut que les Africains réfléchissent par eux-mêmes en fonction de leur culture, de leurs valeurs, pour justement être totalement désaliénés? Ça, c'est la première question. Il y avait un deuxième thème qui était lié aux investissements. C'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va y avoir des fonds de l'Union européenne qui vont financer des infrastructures avec donc des sociétés multinationales qui vont nous faire des ponts, tout ce que vous voulez, nos pays locaux qui vont faire des crédits, et au final, finalement, on ne va pas participer au développement de véritables capitaines d'industrie locale. Parce que ce n'est qu'en développant une industrie locale que l'Afrique va se développer. Il faut sortir du schéma économique colonial, où on extrait les richesses d'un pays, on les exporte dans le pays de la métropole, on transforme, donc on crée des emplois en Europe ou en Amérique, et on nous renvoie nos produits avec une plus-value finalement qui ne profite pas aux populations locales. Est-ce qu'il est facile de sortir du concept de l'économie extravertie qu'on a hérité de la colonisation? Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'on aille progressivement vers le développement de capitales d'industrie locale. C'est ce que les pays d'Asie ont réussi à faire. Vous prenez la Corée du Sud, vous prenez Singapour, qui était à notre niveau dans les années 60. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce qu'il y a une volonté politique. Et elle n'est pas présente actuellement en Afrique.
Donc quand on nous parle d'investissement, on sait que ça ne profitera pas aux Africains. Donc il faut qu'on sorte de ce modèle. Le problème sécuritaire aussi. Problème sécuritaire, toujours pareil. On nous parlait du financement du G5. Alors ça me fait penser au modèle un peu esclavagiste où à l'époque, les premiers esclavagistes pénétrés dans les terres africaines avaient donc c'était risqué, hein, quand il fallait capturer, il y avait pas mal de morts. Donc ils se sont dit, on va déléguer, on va mettre en place des roitelets, ils vont assurer eux-mêmes l'approvisionnement, et puis ils vont nous ramener les hommes, on n'aura plus qu'à les acheter, et puis on les envoie. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous avez une opération militaire qui vise à sécuriser un pays contre le terrorisme, quand les Américains ou les Français ou les Anglais envoient des troupes sur place, c'est extrêmement budgétivore, ça coûte énormément d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? On va leur financer, structurer, former une armée, d'accord? Ils feront le travail eux-mêmes sur place avec nos moyens satellitaires, nos drones. On leur dira, voilà, attaquez là, ils attaqueront là-bas. On leur dira, ils sont là-bas, allez sur place. Et puis, ils vont piloter les choses depuis l'extérieur en fonction de leurs propres intérêts. Vous ne pouvez pas vous dire souverain lorsque vous n'avez pas l'indépendance, enfin souverain militairement lorsque vous n'avez pas l'indépendance politique. S'il n'y a pas de volonté politique, à savoir un état-major africain qui va défendre les intérêts du continent africain, ce G5-là, ça ne servira à rien. Une fois de plus, ce groupe de forces coalisées va servir les intérêts de l'Occident. C'est eux qui ont les drones, c'est eux qui ont les satellites, c'est eux qui ont l'outillage militaire. Et une fois de plus, c'est eux qui vont nous dire où est-ce qu'on devra aller. C'est ça qu'on veut pour l'Afrique? Est-ce que vous pensez que ce mode de fonctionnement est à la hauteur des enjeux et des défis qui se présentent à l'Afrique? Nous, on ne pense pas. Donc finalement, une fois de plus, on tape à côté de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas qu'ils nous financent une pseudo-armée qui va défendre, qui va sécuriser les frontières. Frontières d'ailleurs qui sont déstabilisées en sous-main par les services secrets de ces gens-là. Tout le monde est bien conscient que l'histoire de Boko Haram, ça n'est pas sorti comme ça. Donc on est sans cesse dans le renouvellement d'une espèce de domination qui ne dit pas son nom, d'accord? Mais je pense que les Africains ne sont plus dupes. Et ce n'est pas les Africains qui ont voté pour qu'il y ait un groupe du G5. Ça n'a pas été une décision qui a été votée par des parlementaires. Et ces parlementaires ne sont pas représentatifs du peuple. Donc c'est une force qui n'a aucune légitimité. Et je crois que le dernier point du sommet Union européenne, c'était lié à la logique de s'attaquer, je crois, aux réseaux mafieux liés à l'immigration. Bon, là, on est dans la vaste blague. Le problème, c'est pas tant les camps, c'est pas tant les filières de l'immigration, mais une fois de plus, c'est la malgouvernance, ce qui est responsable justement de la fuite des cerveaux. Et là, c'est la responsabilité des Africains, des dirigeants africains eux-mêmes. Voilà. D'accord. Le président Emmanuel Macron, qui a pris part à ce 5e sommet UE, il était donc à Ouagadougou le 27 novembre dernier. Il a dit ceci, qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Est-ce que vous croyez à ce qu'il a dit? Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, avant lui, avaient annoncé notamment la fin de la France-Afrique, parce que qui parle de politique africaine de la France fait forcément penser à la France-Afrique. Les paroles n'engagent que ceux qui les croient, hein, je vous dis. C'est une veille ancienne de dire qu'il n'y a pas de politique de France-Afrique. Ça a toujours été comme ça. Dans les années 60, ils nous ont dit vous êtes indépendants, vous êtes libres. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy, aujourd'hui Macron, tous, ils répètent qu'il n'y a pas de France-Afrique. J'ai envie de dire chiche. Il n'y a pas de France-Afrique? Ok. Suppression du franc CFA, retrait des bases militaires sur le continent africain, réexamen de tous les contrats miniers qui ont été signés dans le cadre des accords de coopération en 60 et qui accordent la part belle aux Français. Fin de la coopération pseudo-culturelle et économique qui finalement nous maintient dans une sorte d'aliénation. Voilà. Si les Français s'engagent sur ces 4 points, je vous promets une chose, hein, nous on arrête tout. Hein. Moi je me retire, je m'adonne à ma passion, au running et à la cuisine. Il n'y a aucun souci. Dernièrement, il y a eu des élections au Libéria.
Georges Weah, tout le monde le connaît, c'était un grand footballeur. Il est arrivé en tête devant Boaké. Mais le processus électoral a été arrêté suite à des plaintes de certains partis. Que vous inspire cette situation d'incertitude dans ce pays? C'est un grand classique, finalement, de nos systèmes politiques africains. On a une gouvernance, on va dire, un système démocratique issu de l'Occident. Un homme, une voix. Et on voit les situations, les problèmes, les blocages que ça suscite. Je pense qu'il est temps qu'on soit dans un questionnement, dans un réexamen de nos modes de désignation de nos représentants. Manifestement, la greffe ne prend pas. Vous voulez dire que la démocratie à l'occidental ne convient pas à nos États, à nos sociétés? Je pense que la démocratie n'est pas une invention de l'Occident. En Afrique, on avait depuis la nuit des temps un mode de désignation de nos représentants. Il y avait une représentativité, il y avait une légitimité. Il ne s'agit pas de dire qu'en 2017, il faut que l'Afrique fonctionne comme au XVIIe ou XVIIIe siècle. Non. Mais je pense qu'il y a des possibilités de synthèse. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion qui doit être portée par nos éminences grises, par nos sages, sur finalement une voie, on va dire, médiane entre la démocratie à l'occidentale et peut-être une voie de désignation avec un collège électeur. Qu'il faut adapter la démocratie à nos valeurs socio-traditionnelles. Mais il ne peut pas y avoir de développement sans que ce développement soit en accord, en harmonie avec les principes d'une population et les valeurs. Il faut qu'on arrête de penser que tout ce qui va venir de l'Occident, c'est quelque chose de divin dans lequel on doit accepter, s'agenouiller et ne pas discuter. Je pense que les différentes crises politiques qu'on a eues depuis, allez, on va dire, les ouvertures démocratiques à la fin, au début des années 90, voilà, je pense qu'on est à plus de voilà, 30 ans aujourd'hui et on peut faire un premier bilan, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les coups d'État constitutionnels, on peut dire ce qu'on veut, mais les gens respectent la Constitution. Parce que vous parlez de Constitution, bah oui, ils font des changements, et qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? Rien. Il faut qu'on sorte de ces situations de blocage, et je pense que nos responsables politiques doivent engager une réflexion sur justement l'électoralisme à l'occidental. D'accord. Toujours, on parle d'élection. Au Kenya, la victoire du président Kenyatta a été annulée une première fois. Pour fraude, vous avez suivi certainement. Son opposant direct a refusé de participer à des élections à cette élection qui a vu la victoire de Kenyatta. Quel commentaire vous pouvez faire sur ce qui s'est passé dans ce pays? Bon, finalement, Kenyatta a prêté serment, il remplit pour un deuxième mandat. J'ai envie de vous dire que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. C'est malheureux. Il faut qu'on sorte de ce cycle de violence, en plus. Parce que vous avez des gens qui finalement s'engagent pour des candidats, qui descendent dans la rue pour défendre leur champion, qui perdent la vie. Est-ce que ces candidats le méritent vraiment? Il y a eu des morts. Donc c'est la réflexion, la réponse que je peux donner, c'est la même chose par rapport à la question précédente. On va à côté. C'est tout un système qu'il faut repenser. Voilà. Le président Mugabe, finalement, il a démissionné. Tout le monde sait, c'est un héros de l'indépendance de ce pays. Mais est-ce que le fait qu'il soit resté 37 ans au pouvoir, puis sa mauvaise gouvernance n'ont pas terni, n'est-ce pas, son image auprès des populations qui hier le vénéraient? Je pense que sa longévité au pouvoir. Je pense que dans cette histoire, il faut, comme dans tout en politique, il faut essayer de s'écarter un peu de cette espèce d'idolâtrie qu'il peut y avoir à l'endroit de Mugabe. Mugabe est un patriote. Mugabe est un homme qui a donné sa vie pour la libération de son pays. Et pour ça, il faut le respecter. C'est un père fondateur, comme on dit. Mais au-delà de ça, il faut questionner le mandat. Il faut questionner la gouvernance. Lorsque Mugabe, en 2000, décide de mettre en place la réforme agraire, et donc de redistribuer les terres, les meilleures terres qui étaient à la possession des Blancs, chose d'ailleurs que les Sud-Africains n'ont pas fait. Ça donne encore plus de mérite à Mugabe. Mais lorsqu'il décide de redistribuer les terres et de les confier aux Africains, on applaudit. Mais si c'est pour les confier aux proches du régime
à des gens qui sont la plupart du temps en ville, qui n'ont pas de compétences, de savoir en matière de production agricole, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de métier plus noble que le travail de la terre. Ce contact, ce lien avec le terroir, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et le problème, c'est que finalement, vous donnez raison aux étrangers qui disent, ben voilà, lorsqu'on laisse les Noirs diriger un pays, lorsqu'on laisse les Noirs s'occuper des terres, voyez ce qui se passe. C'est ça un peu qui nous dérange. Parce que je pense que les Africains savent correctement, parfaitement gérer une parcelle de terre, l'exploiter, mais il fallait les confier aux bonnes personnes. Donc si on décide d'enlever un privilège à une population, à savoir les Blancs, pour les confier à une autre élite qui finalement ne remplit pas ses fonctions et qui n'est pas à la hauteur de la tâche, on tourne en rond. Voilà un petit reproche qu'on peut... L'économie du Zimbabwe est tombée à plat et bon, et elle a du mal à se relever. Ouais. Bon, la prise de conscience d'être dépositaire d'une culture autre que française, de se confronter à une discrimination et puis de vivre en situation de minorité en France, tous ces paramètres font que les Africains hésitent à considérer la France comme leur patrie d'origine. Au-delà de la situation sociopolitique en Afrique, est-ce que les grandes mobilisations de la diaspora ne représentent-elles pas l'espoir d'une reconnaissance ici en France et à l'Afrique? En clair, est-ce que ces mobilisations sont porteuses? Vos mobilisations, pour être clair. Écoutez, diaspora, c'est quelque chose de vague. Diaspora, il y a différentes sensibilités, il y a différentes tendances. Mais on observe quand même sur le terrain une grosse évolution. Si vous regardiez, 2004, 2005, à l'époque où il y avait les premières polémiques avec Dieudonné, les Noirs avaient du mal à s'organiser. Les Noirs étaient encore assez frileux lorsqu'il s'agissait de parler de communauté, parce qu'il y a un moule idéologique de la République une et indivisible qui nous a appris que nous sommes des Français, qu'il ne faut pas faire de différence. Les Noirs avaient peur de revendiquer une espèce de, entre guillemets, communautarisme. Les enquêtes ethniques sont interdites. Exactement, en France, il faut le rappeler. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous, on n'est pas là pour imposer une vision unique. On travaille à ce que la diaspora soit en connexion, soit en lien avec le continent. Il faut toujours rappeler que le panafricanisme est né avec la diaspora. Et que donc il y a un rôle, il y a une répartition des tâches qui doit être mise en place. Et que cette diaspora gagnerait à comprendre que finalement elle ne sera respectée et acceptée où qu'elle se trouve qu'à partir du moment où le continent africain sera libéré. Tant que le continent africain sera sous la domination des autres et n'aura pas sa pleine souveraineté, où qu'ils se trouvent, ils seront toujours considérés comme les derniers roues du carrosse. Donc si on doit délivrer un message à cette diaspora qui est en pleine évolution, en pleine maturation politique, ce serait de dire qu'actuellement, aujourd'hui, il y a un véritable boulevard, il y a une opportunité historique. Que chaque afrodescendant, où qu'il se trouve, quel que soit le poste ou la fonction qu'il occupe, doit se sentir concerné par les mouvements politico-sociaux en cours, en vigueur sur le continent africain. Qu'il ne doit pas se dire que ça ne le concerne pas. Et sortir le plus possible de cette espèce de rêve chimérique d'intégration à un pays, à une entité qui finalement continuera toujours à défendre ses intérêts. L'objectif premier ne doit pas être, de notre point de vue, d'avoir des postes de ministres, d'avoir des postes de maires au sein d'un système finalement qui est supérieur à vous. Si vous avez des Noirs à la télévision, ou des Noirs ministres, ou des Noirs maires, mais qui ne sont pas capables de s'indigner par rapport à ce qui se passe sur le continent africain, ça n'a aucune utilité. Et pendant longtemps, on est tombé un peu dans cette espèce de chimère, dans cette espèce de rêve, en se disant que finalement, il fallait intégrer le système pour que les choses changent. Mais on va changer quoi, nous? Un pays millénaire, un pays qui finalement a une tradition, qui a une vision, qui défend ses intérêts, ce qui est de bonne guerre. Il faut que les afrodescendants arrêtent de croire aux histoires du Père Noël, d'accord, et se concentrent principalement sur l'objectif qui consiste à libérer ce continent africain.
Si maintenant certains veulent rester en Europe, aux États-Unis, faire leur vie, s'implanter, libre à eux. Mais il faut vraiment qu'ils soient conscients d'une chose, c'est qu'ils resteront toujours à la merci de ceux qui les accueillent. D'accord, ma dernière préoccupation, ma dernière question, c'est par rapport à ce qui se passe à la CPI. Vous savez que depuis la crise post-électorale, en 2011, Laurent Gbagbo, l'ex-président, est toujours incarcéré à la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de votre ONG Urgence panafricaniste? Écoutez, Kémy Séba, cette situation. Kémy Séba, donc le président de l'ONG, récemment, lorsqu'il était au Bénin, a rencontré les exilés Gbagbo qui sont installés au Bénin. Donc on a eu pas mal de réunions, pas mal de rencontres. On a également au sein de l'ONG Marie-Paul Bla, qui est professeur et juriste en droit, qui fait partie un peu du pool juridique qui assiste le président Gbagbo à La Haye. Je crois qu'il n'échappe à personne que cette arrestation, c'est un procès politique. Tous les témoins qui étaient censés être à charge lors de leur déposition, finalement, on se rend compte que les dossiers sont vides, qu'il n'y a pas de contenu. Le président Gbagbo et Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à monter un dossier suffisamment solide pour qu'il puisse être condamné. On est dans un procès politique, d'accord? C'est la politique, c'est le procès, c'est la justice des vainqueurs. Il y a en Côte d'Ivoire un pays qui est divisé entre les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Si vous libérez Gbagbo dès maintenant, les lignes de clivage, de scission, de fracture vont s'amplifier automatiquement. Il y a une grande peur de la part justement donc, du camp occidental de libérer le président Gbagbo. C'est pour ça qu'il n'est pas libéré, c'est pour ça que les choses traînent. Je fais partie de ceux qui pensent que la situation se décantera peut-être après la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui est prévue pour 2020. Mais je pense que d'ici là, ils vont continuer à le garder au frais pour éviter justement au camp Gbagbo de se regrouper, de se remotiver en se disant que voilà, le président est sorti, c'est un message messianique, il faut qu'on reprenne la lutte. Donc je pense qu'il y a un accord, un arrangement. Mais je ne le vois pas sortir avant. Et pourtant, tous les éléments juridiques plaident pour qu'il puisse au moins y avoir une liberté provisoire. Et si elle n'arrive pas, c'est que finalement il y a une volonté politique de l'écarter de la scène politique. Pour coller à l'actualité, qu'est-ce que vous pensez des révélations de Mediapart sur le fonctionnement de la CPI? Écoutez, Mediapart n'a pas inventé l'eau chaude. Dans tout ce qu'ils disent, c'était ce que disaient les milieux panafricains dès les premiers jours de l'intervention française. Ce qui est un peu déplorable et un peu dérangeant, c'est qu'il faut souvent, pour que les Africains puissent comprendre une situation, qu'ils aient entre guillemets le retour de médias occidentaux. Nous, Mediapart, on leur demande de conscientiser, d'éveiller leur population à ce que leurs dirigeants font en Afrique. Pour le reste, voilà, les Africains sont suffisamment grands, suffisamment avisés pour savoir ce qui se passe. On a une tradition, on a une connaissance de tous les coups fourrés, tous les coups tordus auxquels la France s'est livrée depuis les périodes d'indépendance. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous. D'accord. Restons encore à la CPI. Il y a eu un général croate qui s'est suicidé en direct. Est-ce que ça vous inspire comme commentaire par rapport au fonctionnement de la justice internationale qu'incarne la CPI? La CPI ne fait que juger. On est dans des procès politiques. Enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est que j'ai vu cette lettre qui avait été écrite par Blé Goudé. Blé Goudé a fait une lettre à propos du général croate en disant que c'était son camarade de sport. De sport, oui, c'est vrai. Et voilà, c'était marrant de voir que finalement, tout ce qui peut les séparer entre un Croate et un Ivoirien, on ne peut pas soupçonner des connexions, des convergences, des sympathies, des amitiés. Et c'est pour dire que le fait d'être mis dans le camp des perdants et le fait d'être mis dans le même camp de ceux qui sont jugés de façon unique, bah, ça crée des solidarités. Et c'est un peu la vision géopolitique de Kémy Séba lorsqu'il fait ses déplacements, c'est d'aller dans le camp des non-alignés. Et c'est ce vers quoi doivent aller nos présidents africains, voire à ne plus se soumettre à la vision unipolaire américano-occidentale, mais essayer de mettre en place des convergences, des connexions avec tous les pays qui sont dans une logique multipolaire. C'est ce qui a sauvé le régime en Syrie, et c'est ce qui aurait peut-être sauvé le régime du président Gbagbo s'il avait
activer cette carte de diversification des partenaires diplomatiques. Eric Diotti, vous préparez, je le dis en introduction, vous êtes en train de terminer une thèse de doctorat sur la gouvernance au Cameroun. Vous êtes originaire du Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans votre pays d'origine actuellement? Un régime qui dure. Qu'est-ce que vous en pensez? Le régime actuellement... Je ne vous dirai pas de nous faire parler de votre thèse, mais enfin, comme vous en parlez de la gouvernance au Cameroun. Voilà. Il ne s'agit pas de déplorer le sujet pour éviter les reprises, mais ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays d'Afrique centrale. J'ai plutôt envie même de généraliser, de sortir du simple cas camerounais. Le cas camerounais est symptomatique de la malgouvernance de nos pays d'Afrique centrale qui est responsable de toutes ces migrations. On a des régimes vieillissants. Si on prend le cas du Cameroun avec la crise anglophone, il faut sortir de la lecture ethnique, la lecture tribale. Il n'y a pas de gens qui ne veulent plus se revendiquer d'un sentiment d'appartenance camerounaise. Il y a une malgouvernance, il y a une gouvernance qui vise à exclure toute une large couche de nos populations, avec un fonctionnement avec la périphérie et le centre. Les centres sont développés, les centres bénéficient d'infrastructures et vous avez des pans entiers, des territoires entiers de nos pays qui sont laissés à l'abandon, comme au nord du Cameroun, et c'est là où la secte Boko Haram recrute principalement, comme la région anglophone, où finalement on considère qu'elle n'a pas bénéficié des meilleurs instructeurs, qu'elle n'a pas bénéficié des meilleures infrastructures, et c'est ça qui fait le terreau finalement du ressentiment et de l'aigreur, et qui permet le développement d'idées de séparation, de sécessionnisme. Et c'est là que les Occidentaux ont tout intérêt à s'immiscer à l'intérieur, à attiser, entre guillemets, le feu, pour créer des micro-États. Et plus nos États sont divisés, moins ils sont capables de s'opposer, de réagir aux puissances occidentales. Et donc, du coup, on en revient au problème essentiel, notre propre responsabilité, la malgouvernance. Merci, ça fait 1 heure que nous sommes sur ce plateau. L'émission est terminée. Eric Diotti, que voulez-vous que l'on retienne, n'est-ce pas, sur la lutte que mène votre ONG par rapport à la situation en Afrique, au terme de cette émission? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, on n'arrivera jamais à s'en sortir, c'est très compliqué », mais il faut que les gens mesurent déjà d'où on vient. Énormément de chemin a été accompli. Je pense que ceux qui ont une lecture fine des choses constatent qu'il y a une espèce d'alignement des planètes et que tous les ingrédients sont réunis pour que plus rien ne soit comme avant. Regardez les dernières images du déplacement de Macron au Burkina. On a vu la délégation française prendre des cailloux, des caillasses. C'était quelque chose qui est quasiment inimaginable. On a vu des jeunes, pas ceux qui étaient, pas les faux étudiants qui étaient dans l'amphithéâtre, les vrais étudiants qui étaient dehors. On a vu les images de haine. Pas la haine contre les Français, mais la haine contre une vision du monde qui consiste à nous faire passer pour des esclaves. On a vu des Africains qui ont pris leurs responsabilités et qui ont demandé de la responsabilité, de la responsabilisation à leurs dirigeants. Et ça, c'est le plus grand encouragement. Parce que ça nous montre que les Africains, que la jeunesse n'est plus dupe, a compris ce qui est en train de se passer et est en train de passer à la vitesse supérieure. Et c'est ce qu'on va faire. On va activer, on va accélérer les choses. Parce que vous savez, quand le train d'histoire passe, il ne s'agit pas de le rater. Parce que si vous le ratez, il faut attendre qu'il fasse le tour et qu'il revienne. Et je pense que la situation africaine, l'urgence dans laquelle nous sommes, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous réveillons pas, nous allons être à nouveau colonisés. Ce qui est déjà le cas. Donc on a de quoi être satisfait de ce qui se passe. Les dernières mobilisations contre le franc CFA ont montré finalement que les Africains maîtrisaient les mécanismes les plus complets, les plus compliqués, monétaires. Je ne suis pas sûr que le français lambda maîtrise l'euro, la parité euro-franc. Hein, vous avez À propos du franc CFA, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Emmanuel Macron quand on lui a posé la question sur le franc CFA? Oui. Il a dit que la responsabilité, oui ou non, de garder cette monnaie dépend des chefs d'État africains. Oui. Mais vous savez, quand un monteur
se met à déployer un discours, la meilleure façon de le prendre en porte-à-faux, c'est d'aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut avoir du courage, pour rester poli. Il faut les mettre sur la table. Quand on a vu le président Roch Kaboré, je ne sais pas s'il faut plutôt l'appeler Roxane, hein, ou bien Roch Kabossé, quand on l'a vu quitter la salle pour montrer son indignation, mais s'il avait du courage, il serait revenu, il serait resté, pardon, il aurait pris le micro et puis il aurait tensé un peu vertement Macron, Macron qui aurait pu être son fils. Mais Macron représente la France, c'est pas... Non, mais il est le président d'un pays. On n'aurait jamais vu un président Macron. On a vu un Macron quand il était en Arabie Saoudite, assis sur la chaise, tout calme, tout poli. Quand il se déplace dans n'importe quel pays d'Europe, d'Amérique ou d'Asie, il n'a pas ce discours, il n'a pas ce comportement. C'était le Macron comédie show. La faute à qui? La faute à nous, parce qu'on n'est pas respectable. Donc, le président Kaboré a fait des déclarations sur le franc CFA il y a quelques mois, en disant que ce n'était pas une monnaie qui était bonne et qu'il fallait réfléchir à des aménagements, à une sortie peut-être. Mais qu'il aille au bout. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui l'empêche? Nous, on sait ce qui le retient. Hein, c'est qu'il a besoin des crédits français pour payer ses fonctionnaires à la fin du mois. Il a besoin des protections de la base militaire française. C'est vraiment une génération de leaders, de dirigeants politiques, je crois que la plus honteuse, la plus traite de l'humanité. Le jour où l'Afrique sera libérée, je pense qu'on procédera un peu comme on le faisait à l'époque dans les stèles en Égypte, où on rayait le nom des pharaons qui se sont mal comportés. Mais toute cette génération de 60 à aujourd'hui, là, alors on ne pourra pas effacer leur nom, mais je pense qu'il y aura des cours d'histoire sur ce qu'a pu être la soumission et l'indignation politique. D'accord. Merci Eri Djetti. Je rappelle que Eri Djetti est donc de l'ONG Urgence panafricaniste. C'est le plus proche collaborateur de Kémy Séba, qui est d'ailleurs son ami, son meilleur ami. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Je pense que vous avez pris plaisir à nous regarder. Cette émission est terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro de Schéma Directeur. Merci. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.